Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler de la guerre d'indépendance. Écoutez, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous, mettez un commentaire ce que vous voulez comme vidéo, ça fait plaisir aussi. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour pas manquer de notifications. Voilà, écoutez, sur ce je vous laisse et je vous dis bonne vidéo. Thomas Jefferson a dit dans la déclaration d'indépendance: notre liberté ne saurait être plus en sécurité qu'entre les mains du peuple lui-même. La guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, elle est connue pour ses combats en Amérique du Nord sous le nom de French and Indian War. Elle oppose la Grande-Bretagne à la France et à l'Espagne. Ce conflit vida les caisses de la couronne britannique. Londres décida alors de faire supporter une partie des frais de guerre aux colons américains. Le Parlement britannique imposa de nouvelles taxes en votant une série de lois qui provoquèrent le mécontentement de ceux-ci. Ils refusèrent de payer parce qu'ils n'étaient pas représentés politiquement à la Chambre des communes à Londres. Revendication résumée dans le slogan No taxation without representation. Avec la proclamation royale de 1763, le gouvernement britannique empêcha également les colons de 13 colonies d'étendre leur territoire à l'ouest des monts Appalaches afin, entre autres, d'éviter les conflits avec les Amérindiens. Dès que les États-Unis d'Amérique se furent proclamés indépendants, le 4 juillet 1776, les résidents eurent à décider ce qu'ils voulaient soutenir. Ceux qui étaient favorables à l'indépendance furent appelés Americans, Patriots, Insurgents, ou encore Congressistes. Les personnes qui s'opposaient à l'indépendance furent appelées Loyalistes ou les hommes du roi. Le terme a été utilisé des deux côtés sans ambiguïté. Le Congrès disposait de 40 à 45% d'opinions favorables dans la population. Les loyalistes, représentant 15 à 20% de la population, étaient partisans du roi George III durant la guerre. Quelques-uns changèrent de camp, et d'autres restèrent neutres. Les loyalistes surent jusqu'à 50 000 soldats durant les années de guerre pour soutenir l'Empire britannique. Certains historiens affirment que la Révolution américaine fut une guerre civile entre loyalistes et patriotes. Typiquement, les descendants des Puritans de Nouvelle-Angleterre, les planteurs du Sud et les gens de l'arrière-pays ont soutenu les patriotes, tandis que les immigrants récents d'Angleterre, les marchands écossais et aussi les gens des Highlands écossais ont soutenu les loyalistes. Les Quakers et Pennsylvanie, généralement pacifistes, ne voulaient pas combattre. Au départ, les insurgés n'avaient qu'une petite armée de 5 000 hommes, et l'essentiel des forces reposait sur des milices. En 1775, le général Gage disposait d'une armée d'environ 3500 hommes dans le Massachusetts, alors que l'armée britannique pouvait aligner au plus 49 000 hommes en dehors des milices. Tout le monde n'étant pas favorable à la guerre, créer une armée était difficile. Dans un premier temps, cette armée ne consista qu'en des milices des États américains, mais cette dernière, composée de vétérans de la French and Indian War, aussi bien que de fermiers et autres volontaires, s'entraînaient 1 à 2 fois par semaine sous le commandement d'ex-officiers de l'armée britannique. Le refus du Congrès de l'aider frustrait George Washington. Ces hommes avaient désespérément besoin de tentes, de chaussures, de nourriture, de fusils et de munitions. Former une véritable armée était le premier objectif de George Washington. Les Britanniques pensaient que les forces américaines n'étaient que des rebelles désorganisés. Une victoire décisive et les Américains se rendraient. Au contraire, le seul but de George Washington était de survivre, de remporter quelques petites victoires et d'éviter une lourde défaite. Le Congrès continental nomma George Washington commandant en chef de l'armée continentale. Washington avait été, de longues années durant, officier de la milice de Virginie, opérant notamment lors de la guerre de 7 ans contre les Français du Canada. Il avait été impliqué dans l'incident de Fort Necessity, que la Cour de France a considéré comme une traîtrise majeure, ce qui expliquera 20 ans plus tard le peu d'empressement initial de Versailles pour aider les insurgents. Bien que plus de 250 000 hommes des services du côté américain, l'armée ne dépassait jamais 90 000 hommes, et Washington n'en commanda directement pas plus de 17 000. De plus, cette armée américaine était moins bien organisée que l'armée britannique, moins disciplinée, elle subit de nombreuses désertions, et la solde restait aléatoire. L'armée britannique disposait en Amérique du Nord d'environ 50 000 soldats, auxquels s'ajoutaient 30 000 mercenaires allemands loués par leurs souverains et des colons américains loyalistes. Les Afro-Américains, esclaves ou libres, participèrent à la guerre dans les deux camps. Loyalistes et insurgés, des Africains s'engagèrent dans les milices américaines alors que cette pratique inquiétait les planteurs du Sud qui refusaient que les esclaves fussent armés.
En novembre 1775, le gouverneur de Virginie, Lord Dunmore, promet l'affranchissement à tous les esclaves qui seraient soldats dans l'armée britannique. La plupart des Amérindiens venant de l'est du Mississippi ont été touchés par la guerre et plusieurs communautés ont été divisées sur le rôle qu'elles avaient à jouer dans ce conflit. Bien que quelques tribus aient été en bon terme avec les Américains, la plupart des Amérindiens s'opposaient aux États-Unis depuis que leur propre terre était menacée par les accords d'expansion américaine. On estime que 13 000 guerriers ont combattu aux côtés des Britanniques. Le groupe le plus important, la Confédération iroquoise, en représentait 1500. Les débuts du conflit furent heureux pour les indépendantistes. Leurs milices battirent à Lexington le 17 avril 1775 un détachement britannique. Le général Thomas Gage fut assiégé dans Boston. Le Congrès confia à Washington la tâche difficile d'organiser les bandes de miliciens et de les mettre en état de vaincre les troupes aguerries de la Grande-Bretagne. Les indépendantistes américains firent une expédition dans les colonies du Nord, la province du Québec, de l'époque espérant convaincre les Canadiens français de se joindre à eux. Les Américains occupèrent Montréal, mais leur chef Montgomery ayant été tué devant Québec, Carleton mit fin aux opérations terrestres de la Compagnie américaine au Canada en décembre 1775. Carleton, après la bataille navale de Valcourt, ne poursuivit pas Arnold et fut remplacé par le général John Burgoyne l'année suivante. Après que la Virginie se fut dotée d'une déclaration des droits en juin 1776, Thomas Jefferson fut chargé de préparer l'ébauche d'une déclaration d'indépendance. Le document, qui représente l'un des textes fondamentaux du pays, fut approuvé le 4 juillet 1776 par le Congrès après remaniement. La proclamation d'indépendance des 13 colonies conduisit à une confédération où chaque État conservera sa liberté et sa souveraineté et qui aurait rompu irrévocablement avec la Grande-Bretagne. Les volontaires américains, sans munitions et sans ressources, ne purent d'abord tenir tête aux régiments expérimentés qu'on envoyait contre eux. En juin 1776, le général Howe prit New York et Rhode Island avec 20 000 tuniques rouges. Pendant plusieurs mois, Howe et Washington se battirent pour l'État de New York et finalement, Washington, obligé de battre en retraite par le New Jersey jusqu'au-delà du Delaware, eut la douleur de voir un grand nombre de ses soldats l'abandonner. De là, il fit une tentative imprévue et d'une audace remarquable. À Noël 1776, l'armée continentale avait besoin d'une victoire. Il franchit le fleuve malgré la glace pendant la nuit du 25 décembre 1776. Surpris à Trenton, un corps de milice allemand commandé par John Roll tua celui-ci et fit prisonnier ses soldats. L'armée de Washington eut une autre victoire lors de la bataille de Princeton le 3 janvier 1777. Ces succès redonnèrent confiance aux insurgés et entraînèrent l'enrôlement de nouveaux volontaires dans l'armée continentale. Les deux armées ne tardèrent pas à se rencontrer sur les bords de la rivière Brandywine et le 11 septembre, elles se livrèrent un combat que les généraux américains perdirent. Howe battit Washington mais ne put le capturer lors de la bataille de Brandywine. Sir William Howe entra à Philadelphie et le Congrès se transporta à Lancaster. D'un autre côté, le général Horatio Gates avait succédé à Arthur Sinclair dans le commandement des troupes qui avaient abandonné le siège de Fort Ticonderoga au début de la campagne. Il rejoignit les généraux Arnold et Morgan qui avaient dû abandonner le Canada et résolut de s'opposer à la marche hardie du général Burgoyne. Cependant, George Washington reprenait l'offensive. Au moment où les Britanniques le croyaient en pleine retraite à la suite de sa défaite de Brandywine, il les rejoignit par une route détournée et les attaqua avec vigueur dans leur ligne. Un brouillard mit le désordre dans ses corps d'armée et lui ravit une victoire qu'on eût pu penser certaine. Il fut forcé à la retraite après avoir infligé à l'ennemi des pertes bien supérieures aux siennes à la bataille de Germantown. La guerre d'indépendance américaine se présenta comme une occasion d'effacer l'affront de la défaite dans les guerres indiennes et de la perte de ses colonies en Amérique du Nord. La Grande-Bretagne n'a pas capitulé uniquement à cause de la défaite de Yorktown. La France avait tout fait pour l'obliger à disperser ses forces. Elle avait attaqué les Britanniques en Inde, colonie précieuse s'il en était source de la fortune des Pitt. Elle avait également attaqué Malte, conquis Minorque, assiégé Gibraltar qui était sur le point de tomber. La France encerclait les Antilles britanniques et elle faisait manœuvrer depuis des mois 60 000 hommes en Bretagne, prêts à débarquer en Grande-Bretagne quasiment vidés de troupes. Des vaisseaux français creusaient pavillon haut au large de Southampton, provoquant une panique à la bourse de Londres. Le soutien financier des insurgés par les canaux espagnols, d'abord puis directement, n'est pas pour la France la seule cause du coût exorbitant de l'indépendance américaine.
Le coût de la guerre pour la Grande-Bretagne devenait également très lourd. La dette de la Grande-Bretagne était considérablement accrue. Lord North dut quitter la direction des affaires pour céder la place à un ministère Whig qui demanda la paix au cabinet de Versailles. La France, qui n'était pas moins épuisée, accepta cette proposition. Les préliminaires furent arrêtés à Paris le 30 novembre 1782 entre les plénipotentiaires et des puissances belligérantes, au nombre desquelles étaient pour les États-Unis Benjamin Franklin, John Adams, John Jay et Henry Lawrence. Le traité définitif fut signé le 3 février 1783. Les Britanniques furent vaincus et durent reconnaître l'autonomie des États-Unis en 1783 en signant le traité de Paris le 3 septembre 1783. Cette nouvelle fut rapidement portée en Amérique. Le 11 mars 1783, Lauson partit de Wilmington pour ramener dans leur patrie les derniers soldats français. Ainsi l'indépendance des États-Unis était fondée et le monde comptait une nation de plus. Le décompte des pertes humaines de la guerre d'indépendance n'est pas précis. Les forces régulières des États-Unis ont estimé leurs pertes à 4435 morts et 6188 blessés au combat. D'autres sources estiment au moins 25 000 le nombre de patriotes américains morts pendant le service militaire actif. Environ 6800 de ces morts ont été en guerre. Les 17 000 autres décès enregistrés proviennent de maladies, dont environ 8 000 à 12 000 qui sont morts de faim ou de maladies provoquées par des conditions déplorables de détention des prisonniers de guerre, la plupart dans la pourriture des navires prisons britanniques à New York. Maintenant, on va résumer à peu près la chronologie de cette guerre. Donc, du coup, dans les années 1775, le 17 juin, la bataille de Bunker Hill est la première véritable bataille de la guerre d'indépendance. Du 17 septembre au 3 novembre, le siège du fort Saint-Jean donne un gain au général Richard Montgomery qui prend Montréal le 13 novembre. Le 31 décembre, la bataille de Québec par le général Richard Montgomery pour enlever le Québec des forces britanniques. Mort de Montgomery. Dans les années 1776 maintenant. Le 8 juin, la bataille des Trois-Rivières qui oppose les insurgés des 13 colonies aux troupes du roi de la Grande-Bretagne. Le 4 juillet, la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, elle est rédigée par Thomas Jefferson. Le 27 août, les Britanniques sont victorieux à la bataille de Brooklyn. Le 16 septembre, les Britanniques débarquent à Kips Bay et dans les jours qui suivent perdirent la bataille de Harlem Heights car ils durent se replier faute de munitions. 21 septembre, un incendie détruit le quart de New York. Le 11 octobre, la bataille de l'île Valcourt est la première bataille navale qui se déroule sur le lac Champlain. Le 16 novembre, les Britanniques prennent le fort de Washington, ce qui leur assure le contrôle de New York. Le 26 décembre, la défaite des Britanniques à Trenton, où 30 000 soldats allemands sont loués à leur prince par les Britanniques pour combattre l'indépendance américaine. Et à la fin de l'année, la situation militaire est très défavorable aux insurgés. En 1777, le marquis de Lafayette offre ses services de soldat au Congrès américain. George Washington gagne à Princeton. En juin, la bannière étoilée sert d'emblème aux armées américaines. Le général britannique William Howe s'empare de Philadelphie. En octobre, la défaite des Britanniques. Saratoga encourage les Français à déclarer la guerre à la Grande-Bretagne au début de l'année suivante. En décembre, l'armée américaine à Valley Forge. En 1778, le 6 février, un traité d'amitié est signé. Des alliances et des commerces entre les Français et les Américains sont faits aussi. En 1779, en septembre et en octobre, le siège de Savannah par une force franco-américaine échoue complètement. En 1780, en mai, les Britanniques prennent Charleston et font capituler 5000 soldats américains. Le 11 juillet, un corps expéditionnaire dirigé par le français Rochambeau débarque à Newport. Le 20 décembre, les Provinces-Unies entrent en guerre contre la Grande-Bretagne. En 1781, le 5 septembre, la France remporte la bataille de la baie de Chesapeake. Le 19 octobre, la défaite britannique lors de la bataille de Yorktown. En 1782, le 25 janvier, la victoire de la France lors de la bataille de Saint-Quest. Et en 1783, le 22 janvier, le dernier navire français perdu est la corvette royale, le Dragon, saboté par son commandant, le chevalier de l'Espine, au large de Montecristi, pour échapper à la capture. Et les préliminaires de paix s'engagent et aboutissent le 3 septembre 1783 au traité de Paris qui met un terme à la guerre d'indépendance américaine, simultanément au traité de Versailles, traitant lui du conflit entre l'Angleterre d'une part, la France et l'Espagne d'autre part.